Carlo Ancelotti, avec Chris Brady et Mike Ford. Le leader tranquille, l'homme qui murmure à l'oreille des stars. Traduit de l'anglais par Charlie Morisseau et Raphaël Cosmidis. Hugo Sport, mars 2017. Page 51. Le projet parisien. Qatar Sport Investments, sous la direction de Nasser Al-Khelaifi, venait de racheter le Paris Saint-Germain et cherchait un grand nom pour amener l'équipe vers les sommets, notamment en Ligue des Champions. En tant qu'ancien vainqueur de cette compétition, mon profil les intéressait. Mais, le club étant leader de Ligue 1 au moment des discussions, le timing de mon arrivée était considéré comme très étrange par les médias français. Le directeur sportif du club étant Leonardo, un ami de l'époque milanaise, nous n'avions pas eu besoin de réunions interminables pour aborder point par point ma méthode, ma philosophie ou mes besoins, comme avait pu le faire Mike Ford à Chelsea. Le Paris Saint-Germain représentait un défi inédit pour moi. Son ambition était de devenir une des meilleures équipes d'Europe en 2 ou 3 ans. Ma mission était de conduire le club à cet objectif. J'ai rejoint Paris en décembre 2011, à la mi-saison. Quand on arrive en cours d'exercice, il est difficile de nouer des liens avec les gens en place. Vivre une pré-saison entière avec le staff et les joueurs est essentiel pour développer une vraie cohésion et cimenter les relations à l'intérieur du groupe. Le timing est crucial. Quelle est la situation? Quelles sont les contraintes? Mieux vaut-il éviter de rejoindre une entreprise en cours de saison en plein exercice financier? Me mettais-je dans le pétrin? Je me suis très vite rendu compte que le PSG n'avait pas une organisation digne du grand club qu'il voulait devenir et que je devais étoffer mon staff. J'ai donc reconstitué petit à petit mon environnement de travail précédent. J'ai pris Paul Clément en tant qu'adjoint et j'ai fait venir un nouveau préparateur physique, des analystes et des médecins. À Chelsea, j'avais des experts compétents dans tous les domaines importants. Le PSG représentait pour moi un nouveau challenge car tout était à faire. Car il n'y avait pas que le staff qui avait besoin d'être réorganisé. Le club était très différent de Milan ou de Chelsea où tout est mis en place pour gérer chaque détail. Le PSG ressemblait plutôt au club modeste du début de ma carrière qu'à une équipe aux ambitions planétaires. À l'approche d'un match à l'extérieur, l'intendant de l'équipe m'a demandé le jeudi ce qu'on voudrait au menu samedi soir. Saumon ou poulet? Pardon? Vous me demandez ça le jeudi? Les menus ne sont pas encore prêts? Le club n'avait même pas de restaurant. Les joueurs arrivaient au centre d'entraînement 30 minutes à peine avant le début de la séance et repartaient tout de suite après. Il fallait que je fixe des règles et mette en place une organisation pour créer cette mentalité de vainqueur qu'on retrouve dans tous les grands clubs. Les joueurs devaient comprendre, comme avant eux ceux de Milan, qu'ils faisaient partie d'un grand club. Mais je devais instaurer ce processus tout en douceur. Je leur expliquais pourquoi nous faisions telle ou telle chose afin d'améliorer petit à petit la compétitivité du club. Nous avons installé un petit restaurant dans le centre d'entraînement pour que les joueurs y prennent leur petit déjeuner avant la séance et y déjeunent après. Ainsi, ils passaient du temps ensemble et pouvaient développer un esprit d'équipe. Nous n'avons rien imposé. Nous avons simplement organisé les choses de façon à ce que les joueurs se sentent bien au centre d'entraînement et qu'ils aient envie d'y rester. Nous étions leaders à mon arrivée, mais nous n'avons terminé que 2e. Ailleurs, cette situation aurait abouti à mon limogeage. Je suis pourtant resté, et j'ai vécu cela comme une énorme marque de confiance. La direction du club était concentrée sur le projet, et semblait avoir conscience du temps nécessaire à sa réussite. Il fallait recruter des joueurs durant le mercato, construire une équipe, gagner le championnat la saison suivante, et essayer d'atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions. Il était essentiel pour moi de faire progresser l'équipe régulièrement, année après année. Le temps que l'on m'accordait était de bon augure. Nous avons commencé à recruter des joueurs avec la mentalité idoine, à commencer par Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva, 2 immenses footballeurs réputés pour leur professionnalisme. Ils étaient des exemples pour les autres. Parfois, ce sont les joueurs qui doivent être les leaders, pas le manager. Silva et Ibrahimovic sont immédiatement devenus les patrons du vestiaire. C'est pour cela que je les voulais. J'ai parlé à Ibrahimovic en privé et je lui ai expliqué la situation du club et l'importance qu'il pouvait avoir dans le vestiaire. « Tu dois être un exemple pour tout le monde », lui ai-je dit. « Tu as l'expérience, le talent et la personnalité. Ton tempérament doit faire de toi le meilleur. » Il n'est sans doute pas très diplomate, mais c'est un gagnant. Le plus gros problème que j'ai eu avec lui, c'était à l'entraînement. Même lors des jeux, il refuse de perdre. Pour lui, seule la victoire compte. Il se bat constamment, donne tout le temps. Il ne connaît qu'un chemin, la ligne droite. Si quelque chose ne lui plaît pas, il va vous le dire. Il se montrait même trop dur avec les jeunes, j'ai dû lui demander de les ménager un peu. Je lui ai expliqué qu'un peu de subtilité était indispensable parce que la manière forte ne marche pas toujours avec les apprentis. La pédagogie n'est pas le point fort d'Ibra. Un jour, il estimait qu'un des jeunes n'avait pas donné le maximum durant la séance. À la fin de l'entraînement, il l'a interpellé devant tout le vestiaire. « Tu peux rentrer chez toi et écrire dans ton journal intime qu'aujourd'hui tu t'es entraîné avec Zlatan parce que c'était sans doute la dernière fois. » Il n'avait jamais peur de dire la vérité à quiconque, pas même à moi. Un jour, nous parlions d'Hernan Crespo, qui était selon moi un attaquant exceptionnel. Ibra ne partageait pas tout à fait cet avis.
Oui, c'est un bon buteur, mais il ne sait pas faire la différence. Il n'y a que 3 joueurs dans le monde qui savent, Ibrahimovic, Messi et Ronaldo. Sa confiance en lui est immense et c'est d'ailleurs son principal atout. Mais Ibra fait aussi partie des rares attaquants aussi heureux de faire une passe décisive que de marquer un but. Il ne faut pas se tromper sur son compte, c'est un des joueurs les plus altruistes que je connaisse et c'est un apport inestimable pour une équipe. Il a fallu du temps pour que tous les joueurs arrivés au mercato s'installent dans l'équipe et appréhendent leur rôle. En décembre, lors de ma première saison complète, l'équipe manquait encore de cohésion. Malgré tout, nous étions 2e du championnat et qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, avant même notre dernier match de poule. Puis nous avons perdu contre Nice. Nous devions jouer notre dernière rencontre de poule de Ligue des Champions 3 jours plus tard, quand le président Nasser El Khelaifi est venu me voir avec Leonardo et m'a prévenu. « Si tu ne gagnes pas ce match, tu es viré. » Nous étions déjà qualifiés, alors pourquoi dire une telle chose? La veille du match, ils sont venus me répéter « La victoire demain, sinon c'est fini ». Quand j'ai demandé des précisions, ils m'ont répondu « Nous ne sommes pas satisfaits, nous étudions le projet, pas seulement le résultat, et nous ne sommes pas satisfaits. Nous avons décidé que si nous ne gagnions pas ce match, tu serais viré. » Je leur ai rétorqué « Même si vous le pensez, pourquoi me dites-vous ça la veille d'un match? On fait comment si on gagne? Je vais peut-être rester, mais je sais que je ne pourrai pas compter sur votre confiance. » Nous avons gagné le match, nous avons bien joué et battu Porto 2-1, et je suis donc resté en poste. Mais rien ne serait jamais plus pareil. Je n'avais plus la confiance du club, ce qui rendait ma position intenable, surtout dans un projet à long terme comme celui-là. J'ai dit à Leonardo que j'allais partir à la fin de la saison. Léo était mon ami, du moins je le pensais, et pourtant il ne m'a donné aucune explication sur la façon dont le club me traitait. J'étais surpris parce que les choses ne devraient jamais se passer ainsi dans le football, ni dans n'importe quel autre milieu. Si vous devez virer des gens, alors faites-le. Mais ne leur dites pas que vous allez les virer s'ils perdent ou travaillent mal. Si je ne fais pas du bon travail, alors renvoyez-moi tout simplement. Mais ne me donnez pas d'ultimatum débile. Vous êtes le chef, vous avez tout à fait le droit de virer qui vous voulez. N'agissez pas comme un lâche. C'était tout le contraire à la Juventus. J'avais signé un nouveau contrat, mais quand nous avons terminé la saison à la 2e place, le club était mécontent. Ils m'ont appelé et m'ont dit « Nous devons changer de coach ». Jusqu'au dernier jour, j'ai tenté d'être le meilleur possible pour le club et le lendemain, ils me licenciaient. Très bien, pas de souci. Mais ne me le dites pas durant la saison. Je ne sais pas si les spécialistes des ressources humaines partageront mon point de vue, mais je tiens à être honnête. Je préférerais toujours perdre mon job qu'être traîné comme un boulet. J'ai appris qu'être viré, et recruté aussi d'ailleurs, est rarement seulement de votre fait. Cela dépend aussi de celui qui vous engage ou vous licencie. Faites votre travail du mieux que vous le pouvez et laissez les autres vous juger, parce qu'ils ne se priveront jamais de le faire. J'étais triste de quitter le PSG parce que j'avais établi de vraies relations avec les joueurs, mais il m'était impossible de rester. Un autre cycle se refermait. C'était à la fois décevant et surprenant, parce que je m'attendais à être impliqué dans un projet à long terme. Toutefois, un nouveau défi excitant m'attendait à Madrid.